C'est parti, ça replay. Donc, bienvenue tout le monde, encore une fois. Merci à toutes et à tous d'être ici. Ça me fait super plaisir de lancer ce concept d'émission. Alors, avant qu'on commence l'émission, si Eva me le permet, je vais un peu parler de cette émission. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec cette émission? Parce que, voilà, c'est un projet que j'ai dans la tête depuis un moment. Et c'est important quand même que je parte sur de bonnes bases et que je vous présente l'émission. Donc, tout simplement, le doctorat par en live, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une émission pour parler de l'actualité du doctorat, donc un peu tout ce qui se passe pour nous dans nos quotidiens, mais aussi tout ce qui va se passer des fois sur des choses plus importantes, comme par exemple, je sais pas, des lois qui vont passer ou des choses pas cool qui se passent en ce moment, ou au contraire, des choses super cool qui se passent pour le doctorat. Et je pense que c'est important d'en parler parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, la première, pour trouver des informations un peu sur tout ce qui se passe, on s'y perd un peu. Il n'y a pas trop de journaux spécialisés dans le doctorat. Bien évidemment, il y a des choses, hein, comme par exemple, je pense PhD Talent, je pense aux grands labos, etc. Il y a voilà, ce genre d'organismes qui abordent le sujet du doctorat. Mais en soi, il n'y a pas vraiment d'actualité comme ça, un peu centralisée. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une émission? Alors, dans cette émission, bien sûr, j'aimerais parler de trucs cool et de trucs moins cool. Donc là, pour la première émission, ça va être vraiment un truc chill, un truc cool. On va partir sur des bonnes vibes, etc. Mais bien évidemment, dans d'autres émissions, j'inviterai des invités avec qui on parlera de choses un peu plus problématiques, des choses un peu plus difficiles sur la condition de vie des doctorantes et doctorants, sur, par exemple, tout ce qu'on peut traverser avec les thèses qui sont non financées, les thèses qui sont financées, etc. Donc, bien évidemment, cette émission, ce sera aussi pour aborder des sujets, voilà, pas cool, mais qu'il faut en parler parce qu'il faut donner la parole à ces gens-là. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous ai préparé plusieurs chroniques dans cette émission. Donc, il y aura de l'actualité sur, par exemple, des conférences qui vont se passer dans pas longtemps. Il y aura de l'actualité avec des thèses qu'on va mettre un peu en avant, des concours, ce genre de choses. Aujourd'hui, je suis avec une invitée, donc ça tenait vraiment à cœur comme première invitée d'avoir Eva avec moi. Donc pour la petite histoire, Eva, c'est maintenant c'est docteur Eva parce que Eva est docteur. Et donc pour la petite histoire, en fait, avec Eva, on a lancé demain, ça fera un an, on a lancé un Discord des doctorants qui fonctionne encore aujourd'hui. Et j'invite mes modérateurs à vous mettre le lien du Discord dans le chat. Mais voilà, c'est un Discord où des doctorants de tous les domaines se réunissent depuis maintenant plus d'un an. On travaille ensemble, on discute de tout, des choses moins cool, mais aussi des choses cool. On joue ensemble, on fait plein de choses ensemble. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre ce Discord si ce n'est pas encore fait. Et donc, on va accueillir notre première invitée. Alors, bonjour Eva, est-ce que tu m'entends? Alors, il y a peut-être un petit décalage. Alors oui, je t'entends. Ok, C'est bon, parfait. effectivement. Est-ce que Je tu veux que coupe je le me live. mute sur Discord? Non, non. Non, non, mute pas sur Discord, sinon je t'entends pas et sinon je vais tout entendre avec un décalage, donc ça va Ouais. pas être. Donc, on va faire comme ça. Bon, Eva, merci beaucoup d'être avec nous pour cette première émission. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter à quelques mots? Parce que, à la fin de l'émission, on parlera beaucoup avec Eva de elle et de sa thèse. Mais voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Du coup, oui, moi c'est Eva Petit-Demange et je suis docteur. Je suis docteur depuis novembre en génie industriel et informatique et j'ai effectué ma thèse sur le SAMU et les centres d'appel d'urgence, mais je suis pas que docteur puisque je suis aussi comédienne au Sciences Comédie Show. Ouais, c'est une femme accomplie et extraordinaire. Non, mais tu nous parleras un peu de tout ça après. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur que tu sois la première invitée de cette émission. Et du coup, pendant cette émission, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de trucs un peu légers, hein, on va parler de trucs bien sympathiques. Donc, si tu es d'accord pour commencer, je lance le petit jingle et on se retrouve juste après pour la première chronique. C'est parti.
Voilà, donc premier jingle. Oups, excusez-moi. Vous n'êtes pas censé voir ce que vous voyez là. Pardon. Attendez. Voilà, excusez-moi. Du coup, alors il faudra s'imaginer il y aura une musique hein, sur les petits jingles. Hein, excusez-moi. Hein, là, j'ai pas encore eu le temps de faire plein de petits jingles, mais voilà, ça arrivera. Il y aura de la musique qui va avec. Donc aujourd'hui, pour commencer cette première émission, je voulais parler un petit peu de vulgarisation scientifique parce que, bah oui, la vulgarisation scientifique, c'est important. Hein. Toi-même, tu le sais, Eva, hein, tu vas nous en parler mieux que moi, je pense. Mais voilà, pour commencer sur un sujet d'actualité, on va parler de ma thèse en 180 secondes puisque actuellement se déroulent les finales régionales. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le concours Ma thèse en 180 secondes, bien qu'on en parle un peu beaucoup quand même à toutes les sauces maintenant, vu qu'Eva, tu l'as fait, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce concours, en quoi ça consiste et voilà, comment tu l'as vécu? Alors, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours durant lequel les doctorants vont présenter leurs travaux de thèse en 3 minutes. Et l'idée, c'est de le présenter en 3 minutes, mais de manière vulgarisée pour que tout le monde puisse le comprendre. Il a lieu depuis un certain temps maintenant, je sais plus exactement quand est-ce qu'il a été créé, et il prend de plus en plus d'ampleur avec de plus en plus de doctorants qui participent. Et donc, c'est un concours national, donc on a d'abord des qualifications au niveau des régions, et ensuite il y a des demi-finales et finales nationales. Et en fait, c'est même plus que ça, c'est international francophone, puisqu'il y a aussi une finale internationale francophone avec des pays genre, il y a la Suisse, la Belgique, le Maroc, Ouais, ça a été en créé en tête, j'ai ça. 2015 en fait. En 2015, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais, c'est assez récent, en fait. Ouais. C'est assez récent et donc là, je vous ai affiché donc les prochaines finales régionales. Donc il y en a déjà qui sont passées et donc là, c'est les prochaines. Donc effectivement, en fait, ça se passe pas. Finalement, c'est pas dans toutes les universités, mais ça commence à être de plus en plus. Hein, c'est ça? J'en ai aucune idée, là, pour le coup. Ouais. Tu me poses Parce, une colle sur le c'est pas sur toutes les universités. parce qu'en fait, il Mais me semble que en faisant mes petites recherches, il n'y a pas vraiment toutes les universités, sans exception, qui participent vraiment au concours, en fait. Mais faudrait faire une carte avec celle qu'on a pour voir ouais. si si tout le territoire est couvert ou pas. Ah, c'était 2014 parce que du coup, justement, je vous ai mis après la vidéo d'un des premiers gagnants. Alors après, du coup, je suis allée sur le compte YouTube de ma thèse en 180 secondes et donc je suis remontée dans toutes les vidéos. Et la première vidéo du premier gagnant avec le prix du jury datait de 2015. Alors j'ai supposé que c'était en 2015 la première édition. Mais ouais, voilà. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu? T'es allée jusqu'à où? Alors du coup, moi, j'ai fait jusque la finale régionale de l'université de Toulouse et c'était vraiment trop chouette pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce que c'est du théâtre, en gros, parce qu'on vient expliquer son sujet de thèse de manière vulgarisée, donc ça me plaît énormément. Mais l'autre truc super chouette, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec plein d'autres doctorants qui qui vont te parler de leur sujet de thèse généralement avec passion, et donc tu vas découvrir un nombre incalculable de différents sujets de thèse, et la plupart tu vas te dire ah ouais, il y a des thèses là-dessus, c'est ouf. Et ça, c'est trop cool. Ouais, non, mais ça, c'est exceptionnel parce que je sais pas, est-ce que toi, tu avais fait en même temps la formation de l'école doctorale pour préparer au concours? Ouais, parce que c'était obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne Ah, faisais pas la formation, tu ne pouvais pas faire les présélections. Donc, ouais. j'ai eu 2 journées de formation complètes pour écrire le texte, le jouer, donc toute la mise en scène et l'écriture du texte avant les qualifications. Ouais, donc moi, c'est ce que j'ai fait aussi. En fait, j'ai pas fait le concours. En revanche, j'ai fait donc la formation de l'école doctorale. Donc, si vous n'êtes pas au courant, dans vos catalogues de formation en fait que vous devez faire pendant votre thèse, pendant votre doctorat, il y a une formation vulgarisation scientifique avec ma thèse en 180 secondes. Alors moi, du coup, ça avait duré 4 jours parce que j'ai eu une journée d'écriture, une journée de théâtre. Et après, on avait beaucoup de journées enfin, une journée de présentation, et puis peut-être une journée où on récitait nos pitchs, je sais plus trop. Mais bah, du coup, c'est bien parce que ça vous valide des heures. Hein. Mais au-delà de ça, en vrai, c'est une superbe expérience.
Et comme toi, en fait, moi, j'ai été fascinée par le sujet des autres, quoi. Par exemple, je me souviendrai toujours d'une fille qui était enceinte pendant le concours et elle faisait sa thèse sur les faillites des entreprises. Et elle avait été jusqu'en finale régionale avec son petit bidou et tout. Enfin, cette fille, elle m'a... Waouh, j'étais trop impressionnée, quoi. C'est génial. Ouais, j'ai un truc, une presta qui m'a particulièrement marqué sur les mouettes. Il travaillait sur le gène du CMH chez les mouettes et comment est-ce qu'elles trouvent leur partenaire. Et donc, toute sa présentation était tournée autour de Mouettique. Parce qu'il se mettait en scène comme étant le créateur d'un site de rencontre pour mouettes et c'était vraiment très drôle. Ouais, non, mais il y a... Franchement, en fait, c'est ça, c'est à quel point tu peux être créatif avec ton sujet de thèse et peu importe le domaine pour le coup, hein, qu'on soit en sociaux, en histoire, en biologie, enfin, c'est ça qui est incroyable quand même. À partir du moment où tu trouves la bonne image et le bon angle, en fait, tout se vulgarise, même les sujets les plus compliqués et les plus abstraits, et ça, c'est assez ouf. Ouais. Après, du coup, je voulais quand même parler un peu de ton avis, enfin, avoir ton avis sur ça. C'est vrai que ce concours, il est enfin, c'est pas qu'il est de plus en plus critiqué, mais tu sais, on a tendance maintenant à voir que, voilà, ma thèse en 180 secondes, quand même, il y a des sujets qui aident à aller jusqu'en finale. Finalement, les performances se ressemblent beaucoup, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que factuellement, ça devient très codifié. C'est-à-dire que, y a des sujets qui vont plaire plus que d'autres et qui vont être, typiquement tout ce qui va être en éthologie sur les animaux, ça plaît. Mais les sujets qui vont être un petit peu trop politiques, assez rapidement, ils vont être mis de côté. Et comme justement, ils gagnent en grande visibilité, je pense qu'il y a un choix des jurys, des sujets. Ils montrent juste la recherche qu'ils ont envie de montrer et pas forcément les autres. Donc effectivement, ça peut être très controversé. Et c'est un truc auquel il faut faire attention parce qu'on ne peut pas... Enfin, toutes les recherches sont importantes en soi et on ne peut pas dire qu'il y a des recherches plus importantes que d'autres. Mais en soi, c'est pas le concours qui est problématique, c'est la manière dont sont composés les jurys. Parce que finalement, c'est eux qui vont décider de quels sont les sujets qui passent et ceux qui passent pas. Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que je te rejoins tout à fait. Par exemple, même, tu vois, des sujets peut-être un peu bio, ça va avoir tendance à être un peu plus sexy parce que ça touche plus les gens. Enfin, c'est vrai que c'est un peu dommage si on pense comme ça, quoi. Bah, encore une fois, on va mettre en avant, on va confirmer les biais de qu'est-ce qui est de la science chez les gens. Mm. Et donc, on va aller mettre juste les trucs de bio, de physique et tout ça, alors qu'on va perdre tout le volet SHS qui est déjà pas bien présent sur la scène médiatique du doctorat. Et ça, c'est bien dommage, quoi. Ouais. Mais je pense que, voilà, peut-être qu'ils vont s'en rendre compte et que ça va évoluer. Après tout, le concours, il est quand même assez jeune, hein. Et puis, alors là, bon, il y a eu l'année de Covid et tout. Peut-être que, voilà, ils vont un peu faire attention à ça prochainement. Faut espérer, quoi. Peut-être qu'on aura des thèses islamo-gauchistes sur... On a dit pas de sujet problématique pendant la première diffusion. Pardon. Oui, donc il y a quelqu'un qui nous dit, et puis il y a le temps, certains sujets ont besoin de plus de temps et de recul pour trouver le bon angle de vulgarisation et donc plaire. Tout à fait, hein. Alors ça, c'est pareil, ça, personnellement, on m'avait fait un peu la remarque parce que j'avais fait la formation de ma thèse en 180 secondes en première année. Et effectivement, on m'avait dit, mais c'est trop jeune, pourquoi t'es là et je pense effectivement qu'en fait, la dimension du temps par rapport à là où on se situe dans la thèse, bah forcément, on va avoir facilement, enfin, on va réussir plus facilement à vulgariser un sujet qu'on connaît par cœur, etc. Mais en même temps, il faut pas non plus toujours attendre le bon moment. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Je sais pas, t'en penses quoi? Je pense que la première année, c'est un peu tôt pour participer au concours parce qu'il a l'avantage de faire prendre du recul sur son sujet. Donc moi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on m'avait conseillé de me dire attends au moins la deuxième année pour t'inscrire, histoire que tu aies pu déjà bien définir ton sujet et avoir une idée de ce que tu vas faire. Donc finalement, le présenter en deuxième ou troisième année, je pense que c'est une meilleure chose et ça te permet vraiment de venir prendre du recul. Parce que pour vulgariser un sujet et pour l'expliquer au plus grand nombre, il faut déjà qu'il soit super clair dans ta tête, en fait. Ouais. Et ça, au début de ta thèse, c'est pas clair ton sujet. Ce qu'il faut encore que tu le définisses et que tu saches ce que tu vas faire vraiment. Enfin, typiquement, ma contribution de recherche, j'ai compris ce que ça allait être.
en deuxième année, pas avant, et encore vers la fin de la deuxième année. Ouais, non, mais c'est sûr. Mm. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous invite toutes et tous à voilà, vous renseigner par rapport au final de votre région. Parce que oui, maintenant, à cause du Covid, il faut s'inscrire en amont pour pouvoir voter, parce que vous avez les prix du jury et les prix du public. Donc, selon certaines villes, il faut s'inscrire 2-3 jours en avance pour être capable de voter le jour J. Donc voilà, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre école doctorale parce que je pense que maintenant, toutes les écoles doctorales, pratiquement toutes, elles doivent avoir cette formation qui prépare à ma thèse en 180 secondes. Et si c'est pas le cas, bah, en fait, libre à vous de proposer cette formation parce que enfin, je pense que tu ne me tu ne me contrediras pas. Mais voilà, savoir vulgariser, c'est important. C'est très important, surtout aujourd'hui, quoi. Carrément. Puis ça aide. En vrai, c'est un exercice qui aide même pour après tous les exercices qu'on Mm. a à l'oral, les confs, les communications, prendre la parole devant son labo. Ça permet d'avoir des clés de communication orale au plus grand nombre. Et ça sert toujours, en fait. Tout à fait. Bah, du coup, ce que je comptais vous faire, vous montrer plutôt, je voulais vous montrer donc la toute première vidéo, en tout cas du premier prix du jury que j'ai trouvé sur, la chaîne YouTube de ma thèse en 180 secondes. Donc si ça a été créé en 2014, bah, désolée, mais, la plus vieille que j'ai trouvée, c'est celle de 2015. Donc on va la regarder ensemble, si vous le voulez bien. Alors, donc c'était, Alexandre Artaud et Alexandre Artaud aujourd'hui, il est en postdoc. Voilà, donc je me suis dit que ça serait intéressant de regarder sa performance, si ça fonctionne bien sûr. Parce que là, ça a pas l'air de c'est parce que j'ai pas appuyé sur play. Alors dites-moi si vous entendez dans le chat. Quelle voie veux-tu suivre? Que veux-tu faire de ta vie? Des questions difficiles auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Heureusement, dans ma thèse, ce n'est pas à moi que cette question s'adresse, mais à un électron. Alors l'électron, c'est le support microscopique du courant électrique. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque du courant circule dans un fil électrique, ce sont en réalité des électrons qui se déplacent à l'intérieur. Mais ce qui se passe du point de vue de l'électron est en réalité très violent. Alors certes, ils avancent, mais c'est la bousculade, la cohue. Et les chocs que subissent les électrons entraînent des pertes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la résistance électrique. Alors bon, je ne sais pas vous, mais moi, si j'étais un électron, ce n'est pas vraiment ce que je voudrais faire de ma vie. C'est pourquoi je propose à notre électron 2 destins alternatifs. Le premier, c'est cette voie qui part vers la gauche et qui est celle de la supraconductivité. En effet, dans un supraconducteur, il n'y a pas de résistance électrique, et ce, uniquement par le pouvoir de l'amour. Et oui, la supraconductivité, c'est lorsque les électrons vivent en couple. Et les couples d'électrons, vous pouvez me croire, sont très courtois. Chacun se laisse passer très civilement, et du coup, il n'y a pas de bousculade, et donc pas de résistance électrique. Vous l'aurez compris, la supraconductivité, c'est la voie de l'amour et de la paix. Mais il y a une autre voie. Une voie un peu moins bisounours et un peu plus dark. C'est cette voie qui part vers la droite et qui est celle du graphène. Le graphène est un matériau qui a été découvert il y a à peu près 10 ans et constitue la brique de base de nos mines de crayon. La découverte du graphène a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique de l'année 2010, car le comportement des électrons dans le graphène est bizarre. Ils sont rapides, réactifs, performants, mais cette performance a un coût, leur santé mentale, car ils développent une relation schizophrénique avec ce qu'on appelle leur antiparticule. En quelque sorte, être un électron dans le graphène, c'est un peu comme faire une thèse de doctorat. La performance, certes, mais à quel prix? Et nous voici donc à la croisée des chemins, avec d'un côté la supraconductivité, de l'autre le graphène, d'un côté l'amour et de l'autre la thèse. Et il nous faut choisir. Eh bien non, le but de ma thèse, c'est de montrer qu'on ne devrait pas avoir à choisir. Il s'agit de mettre en contact du graphène avec du rhénium, un métal supraconducteur, et de s'intéresser au comportement des électrons à l'interface entre les deux.
Normalement, on devrait trouver des couples d'électrons schizophrènes, c'est-à-dire des électrons qui seraient à la fois thésards et amoureux. C'est un état exotique de la matière, et c'est peut-être tout simplement ça, ce que je veux faire de ma vie. Donc voilà, désolée, j'ai eu un petit bug. J'ai perdu Eva entre-temps. Chat, c'est eux qui vont réagir. On en a un peu parlé, mais ouais, ce que je disais, c'est que bah voilà, c'était un sujet de physique, donc tu sais, c'était un peu... c'est ce qu'on disait, quoi. Il y a des sujets peut-être un peu plus faciles à vulgariser, qui touchent un peu plus les gens. Là, ça parlait d'électrons, donc je pense que c'est un peu plus abordable, on va dire, quoi, pour tout le monde. Ouais, c'est des notions qu'ils ont peut-être déjà vues au collège, lycée, pour ceux qui y sont allés. Donc du coup, c'est des notions qui rappellent quelque chose. Ah oui, c'est de la science. C'est-à-dire que ça va être identifié dans l'esprit des gens comme étant de la science. Donc t'as pas besoin de prouver au reste du monde que ton sujet est scientifique, en fait. C'est ça, parce que exactement. déjà, les termes que tu utilises, ça montre que ça l'est. Ouais, exactement. Mais bon, en tout cas, ma thèse en 180 secondes, ça reste un super concours et le concept est juste génial quand on y pense. Enfin, c'est une super bonne idée. Et je pense que toi, ça t'a beaucoup servi, mine de rien. Ah bah carrément, oui. C'est-à-dire que c'est grâce au concours de ma thèse en 180 secondes qu'aujourd'hui je fais partie du Science Comedy Show et qu'aujourd'hui je peux dire que je suis comédienne. Donc ça m'a fait un super tremplin pour rentrer dans le monde de la vulgarisation scientifique et pour continuer à vulgariser les sciences après coup. Donc justement, très bonne transition. En parlant d'autres façons de vulgariser la science, je voulais vous montrer un autre concours qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça et qui s'appelle Dance Your PhD. Donc pareil, un autre concours de vulgarisation qui là existe un peu depuis plus longtemps puisqu'il existe depuis 14 ans. Est-ce que tu connais, Eva, ce concours ? Oui, je connais, et grâce au Discord, en fait, parce que c'est Irène du Discord qui en a parlé pour la première fois, et j'avais trouvé l'initiative absolument géniale. Et donc, effectivement, j'ai vu la prestation des gagnants, et ça donne envie d'essayer. Ah ouais, non mais du coup, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que, donc comme tu l'as dit, ma thèse en 80 secondes, c'est une façon de vulgariser, mais comme après tu vas nous en parler un peu plus en détail du Science Comedy Show, mais il y a plein de façons de vulgariser, que ce soit avec les BD, avec la musique, en fait, on peut tout faire et c'est ça qui est incroyable. Et ce concours, c'est l'exemple type, quoi. C'est une super idée aussi, quoi. Alors du coup, je voulais vous montrer quelques extraits des gagnants parce que je vais peut-être pas vous montrer toute la vidéo à part si vous vous enjaillez et que vous voulez voir toute la vidéo. Mais vraiment, elle vaut le détour. Et après, je vais aussi vous montrer la gagnante d'une nouvelle... oh pardon pour la faute, excusez-moi. D'une nouvelle catégorie. Donc, ils ont fait une catégorie Covid-19 pour cette année vraiment exceptionnelle. Et pareil, sa prestation est juste incroyable. Je sais également que dans les finalistes, il y avait des participantes et participants en SHS, notamment une qui travaille avec les enfants. Et pareil, sa prestation a été hyper intéressante. De toute façon, je vous invite à aller sur YouTube, regarder un peu toutes les prestations. Ouais, désolée, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un peu de franglais dans ma présentation et du coup, j'ai fait des petites fautes. Mais bref, donc je vous montre quelques extraits des premiers gagnants parce que vraiment, ça vaut le détour. Si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous regardiez ça. Donc normalement, ça va se lancer, yes. What's up? University of Helsinki. Ah, moi, j'en veux plus déjà. 2020. Gotcha, macha, gotcha. Vitus, Jacob, Ivo, in the house. Put your mask on. Wash your hands. Vitus, let him have it.
Let me tell you something about secondary aerosols. They form right in the atmosphere from gaseous precursors. First singing molecules come and cluster together. That is a phosphoric acid with some base, which whatever. Ammonia or DMA, highly oxygenated compounds, all of them suitable to form with the acid strong bonds. Once the cluster has reached a certain size, water starts to condense. It's a cloud droplet surprise. Now we want to understand the start of this process. We will use chemistry, physics and computers in excess. Ça me bute à chaque fois, We j'adore. are looking for molecular clusters. We're going to find them faster. Searching through configuration and space. With the powers of computers, we'll understand sooner the birth of cloud condensation nuclear. Bon voilà, donc ça c'est les top prizes de cette année et vraiment je voulais juste vous montrer aussi la gagnante de leur nouvelle catégorie, la exceptionnelle, parce que vraiment je trouve que, enfin bon, cette prestation je la trouve vraiment incroyable et je voulais vous la montrer si vous ne l'avez pas vue. Mais voilà, All of your c'est cells have hyper double-stranded impressionnant. DNA. But to be used, your genes have to be transcribed into single-stranded RNA. RNA carries building instructions that are translated into proteins. Proteins have different capabilities and jobs depending on their size, their building blocks, and their shape. A SARS-CoV-2 virion responsible for the COVID-19 disease is made up of a few key proteins. The spike, envelope and membrane proteins, and inside the virion, many nucleocapsid proteins attached to the viral RNA. Understanding this RNA packaging. Voilà, donc pareil, cette prestation, elle est incroyable. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Eva? C'est trop chouette, c'est vraiment super beau. Enfin, elle raconte sa thèse en dansant et ça Ouais, tue. c'est ça. Bon, après, clairement, faut avoir des skills comme elle, hein, parce que moi, je suis incapable de faire ça, mais... Mais non, c'est super, super beau. Et donc, oui, voilà, comme on le disait, la vulgarisation, ça peut prendre différentes formes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que vous faites justement avec le Science Comedy Show et finalement, sous quelle forme vous avez choisi de vulgariser la science de votre côté? Alors, avant de parler du Science Comedy Show, il y a une autre activité de vulgarisation que j'ai faite durant ma thèse qui s'appelait Ma thèse sur un mur, où on collaborait avec des graffeurs. Et du coup, à chaque fois, un doctorant était pairé avec un graffeur, un artiste de rue, quoi, finalement. Et il devait faire une fresque qui racontait ta thèse. Et ça, c'était assez super aussi à faire et à discuter pour voir comment est-ce que tu paierais la vision de l'artiste et la vision du doctorant. Et alors sinon, au niveau du Science Comedy Show, la manière dont on vulgarise la science, nous, c'est à travers le théâtre. Et on a plusieurs moyens en plus d'utiliser le théâtre. On en a un premier, c'est avec du stand-up, où on fait du One Scientist Show, où en gros, chacun on a la particularité en fait d'avoir une troupe qui est composée uniquement de docteurs et de doctorants. Et même notre metteur en scène est docteur en théâtre, et même notre régisseur à son et lumière est docteur. Non, mais c'est trop bien. C'est assez génial. Et donc on a du one-man show scientifique où chaque comédien finalement écrit ses textes et vient les jouer sur scène pour parler de disciplines scientifiques. On a la saison 2, le Dark Science Show, qui pour le coup est plus proche de la pièce de théâtre. Et donc pareil, c'est des scènes où à chaque fois on mêle théâtre et science. Et on a notre troisième objet, qui est finalement les dealers de science, où là c'est plus du théâtre de rue, donc on intervient sur des manifestations comme la Nuit des chercheurs, où on est directement dans le public, dans les gens qui déambulent, et on a des cartes. Attends, justement, j'en ai des cartes avec des faits scientifiques dessus. Et on vient du coup démonter une idée reçue, apprendre un fait scientifique en 1 à 2 minutes aux personnes qui sont dans la rue. Et pour ça, on a un costume steampunk un peu savant fou qui est très sympa, qui te permet de te mettre dans le personnage.
Ouais, non, mais c'est super. Et du coup, dans les temps normaux, on va dire, sans la pandémie, etc., comment, nous, en tant que doctorants dans tous les domaines, on peut interagir avec vous, le Science Comedy Show? Qu'est-ce qui est possible de faire? Comment ça? Qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce Comment qu'il y est-ce a qu'on des, est-ce rejoint que le vous Science avez Comedy des, Show? ouais, est-ce que vous avez des événements auxquels on peut participer, des choses comme ça? Pour le moment, on fait pas tant de choses qui sont participatives, Mhm. mais peut-être qu'on a des projets dans les tuyaux, d'émissions sur Twitch, de ce genre de choses, où on ferait intervenir des doctorants, peut-être. Ça marche. Donc oui, à l'avenir, ça devrait se faire, mais là, pour le moment, on se pose beaucoup de questions avec la pandémie parce que on peut plus faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire Ouais. que jouer sur scène. Donc on voit comment est-ce qu'on peut réutiliser, travailler sur de nouveaux supports. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est super en tout cas. C'est une chouette initiative et je pense que même toi, en tant que chercheuse, maintenant, tu te verrais plus du tout sans la vulgarisation, quoi. Ça fait vraiment partie de toi. Ah bah je m'ennuierais si je ne faisais pas. Ouais, je comprends, ouais. Je serais très triste de ne plus pouvoir faire de vulgarisation, d'autant Finding que recaps of passer par le proteins théâtre, ça me parle vraiment parce que j'ai Ouais. toujours fait du théâtre dans ma vie, donc maintenant réussir à faire de la science et du théâtre en même temps, c'est juste parfait. Ça me va Ouais. très bien. Ouais, t'as bien raison. Bah, en tout cas, encore une fois, voilà, je vous conseille de vous renseigner un peu sur tout ce qui existe parce que c'est possible de vulgariser sur beaucoup de choses. Par exemple, je sais qu'il y a un site qui s'appelle Papier Mâché qui vous permet, vous, en tant que chercheur ou doctorant ou peu importe, de vulgariser des papiers scientifiques. Enfin voilà, il y a énormément de vulgarisation possible. T'en connais d'autres, toi, Eva, là, comme ça, qui te viennent à l'esprit? Pint of Science, vous Oui, pouvez pardon, vous comment j'ai... Pint of Science, excusez-moi. vous pouvez directement vous investir dans Ouais. le festival Pint of Science qui a pour objectif de sortir les scientifiques de leur labo pour les amener dans les bars. Et soit vous pouvez vous participer à l'organisation, soit vous pouvez participer en tant qu'intervenant pour pouvoir venir parler de votre recherche dans les bars autour d'une bière. Tout à Ça fait. fonctionne très bien aussi. Et en fait, je pense que ça m'est pas venu à l'esprit parce que malheureusement, Python Science, ça va être la 2e édition qui va se dérouler virtuellement et c'est tellement triste. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, Pint of Science, c'est un festival qui existe depuis 2013. J'espère qu'Elodie me tapera pas, mais je crois que c'est ça, qui a été créé au Royaume-Uni et qui a été importé notamment par Elodie Chabrol en France. Voilà, donc pareil, c'est ouvert à tous les domaines et c'est hyper cool comme festival de vulgarisation. Après, il y a Indescience, non, aussi, pour faire de la Indescience, vulgarisation. alors Indescience, c'est plutôt... Donc, Indescience, c'est une association dans laquelle je fais partie et c'est une association de vulgarisation par les étudiants, pour les étudiants. Donc, c'est pas spécifique, en tout cas, au doctorat et à la recherche. C'est un truc un peu plus général où on va essayer de prendre toute la veille scientifique qui sort chaque semaine, etc., et de la vulgariser et de permettre en fait aux étudiants d'écrire comme ça des articles ou des dossiers sur la vulgarisation de leur choix. Effectivement, il y a ça aussi, ouais. Et la fête de la science aussi. Généralement, Ouais. c'est les labos s'investissent là-dedans et je pense que c'est une manière assez rapide de venir faire de la vulgarisation à différents niveaux avec de la fête de la science. Et la nuit européenne des chercheurs aussi. Ouais, en Bien fait, sûr. il y a énormément de choses. En fait, on aurait pu faire une émission entière là-dessus. Mais c'est pas dans oui. toutes les villes. Ouais, c'est pas dans toutes les villes, hein. Et c'est vers novembre, c'est ça, non? Alors normalement c'est le dernier week-end de septembre, mais donc là ça avait été décalé avec le Covid et donc ça avait lieu en novembre. Mais et Donc si c'est ça n'a pas toujours... lieu dans votre ville, justement, vous pouvez pousser dans votre université pour faire en sorte que ça ait lieu. Ouais, tout à fait. En fait, c'est ça aussi que c'est parfait que tu finisses avec ça sur ce sujet parce que
En fait, faut pas hésiter en tant que doctorant ou doctorante de proposer des choses à vos écoles doctorales ou à vos institutions parce que parfois, juste si ça ne se fait pas, c'est parce que personne n'y a pensé ou personne n'a connaissance de ce qui existe, etc. Mais voilà, si vous voulez, par exemple, créer le journal des doctorants, faire ce genre d'initiative ou importer une initiative de vulgarisation, il faut le faire. Ou du moins, il faut en parler à vos représentants doctorants, par exemple, de l'école doctorale ou ce genre de choses. Mais ouais, la vulgarisation, je pense que c'est très important. C'est important d'apprendre à le faire, ne serait-ce que pour préparer vos conférences, en fait, parce que parler de votre sujet en tant qu'expert, c'est une chose, mais réussir à le vulgariser, c'est autre chose. Et c'est tout aussi important, en fait. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Eva, la reine de la vulga. T'exagères. Quand même. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un truc qui est nécessaire et qui gagnerait à être présenté à tout le monde dans les labos et pas qu'aux doctorants. Parce que pour moi, quand on voit des PI en conf qui sont pas fichus de faire des présentations décentes, c'est un problème en fait, parce que ils arrivent juste pas à présenter leurs recherches correctement et de manière claire. Tout à fait.